Talent et allant. Essai de Jean-Michel Guillot. Pour Catherine Andrieux, avec toute mon admiration. Il faut un hasard pour comprendre à fond ce qui importe. Un autre hasard de la chance pour se donner à ce qu'on a compris. Cette chance, quel critique ne tremblerait de la compromettre, lui qui n'est là que pour la préparer. De Maurice Blanchot, l'expérience intérieure, il ne faut pas. Seul celui qui écrit à ses risques et périls, toujours à ses risques et périls, peut, à mon sens, s'aventurer à se faire critique avec quelque légitimité. De ce fait, il peut être amené à mettre en crise sa création propre en se frottant à celle d'autrui. Il peut en résulter un mutisme de plusieurs années, voire un silence définitif. Comme tout, au contraire, la parole d'autrui, son autorité, son exigence propre peuvent lancer un tel défi à celui qui en accepte le risque imminent, qu'il se sent pour ainsi dire conforté dans sa propre exigence créatrice. Les deux paragraphes ci-dessus peuvent bien sûr être écrits au féminin. La peur des grands modèles en paralyse plus d'un, plus d'une, depuis que la littérature existe, je veux dire depuis que sa pratique est accessible à peu près à tout le monde, ce qui évidemment ne fut pas toujours le cas, loin de là. À qui a passé la quarantaine et se met à écrire sur le tard, cette crainte peut paraître navrante, voire puérile, tandis qu'une majorité de gens cultivés, en particulier des professeurs de français, agrégés ou non, voire même docteurs ès lettres, peuvent la trouver raisonnable, sinon légitime, compte tenu du fait qu'ils ont grandi et se sont formés dans l'idée qu'il subsiste une telle masse de chefs-d'œuvre du passé, réputés indépassables et inégalables, qu'il serait en conséquence bien imprudent et même outrecuidant de tenter de rivaliser avec leurs auteurs ou leurs autrices. Manque de courage ou respect paralysant, je vous laisse juge. Je penche plutôt pour une idée quelque peu attristante. Il est vrai que bon nombre de gens sont réalistes quant à leur réelle capacité cognitive, n'est pas artiste, romancier ou poète qui veut. D'où, en corollaire, cette méfiance teintée de jalousie rentrée, que je suppute par le fait, chez bon nombre de mes collègues à l'époque, où, pour mon ennui, je dois bien l'avouer, j'ai dû fréquenter le milieu enseignant dont la médiocrité m'a toujours navré. J'ajoute immédiatement qu'il m'a été donné de rencontrer des personnes brillantes et généreuses parmi mes collègues enseignants. Méfions-nous bien sûr des généralités, tout en ayant conscience que le mode de recrutement des enseignants, mais aussi la qualité de bon nombre de gens qui se présentent aux divers concours, ne contribue pas mille fois, hélas, à ce qu'il n'y ait dans l'enseignement que de beaux esprits. Je ne donnerai pas de nom. Bachelard écrit quelque part, mais c'est tout mon être qui est placé sous le signe du tardif. Lue à 18 ans, cette phrase m'impressionna beaucoup. Je m'y identifiais immédiatement, car j'y pressentais comme une destinée qui m'attendait moi aussi, ayant l'impression très forte qu'il me faudrait attendre longtemps avant de me lancer. Impression qui s'appuyait sur un certain vécu, en dépit de mon relatif jeune âge. Je n'ai réellement parlé qu'à l'âge de 3 ans, et je déformais les mots, tous les mots. On ne comprit qu'à mes 5 ans que je souffrais d'une déficience auditive de l'oreille droite. Je me souviens assez bien de mon séjour à l'hôpital de Dijon pour des examens qui mirent en évidence cette déficience congénitale, laquelle contribua grandement à m'isoler très jeune, de camarades bruyants qui préféraient le foot au livre. Ce qui ne m'empêchait nullement d'être le chef de bande,
lorsque nous jouions aux cow-boys et aux indiens, sans doute à cause de mon verbe « haut » et de la passion que je mettais dans ce jeu guerrier. Toute ma vie, j'ai dû fuir les tablés de plus 5 ou 6 personnes. Impossible pour moi de suivre une conversation dans un brouhaha généralisé. Je me suis senti comme un poisson rouge dans un bocal au milieu d'assemblées assourdissantes. Un fort sentiment d'isolement m'aura ainsi marqué dès mon plus jeune âge. Je n'ai compris qu'assez tard, vers 17 ou 18 ans, que ma parole retenue, rare même, portait loin, qu'en fait j'étais doué d'une certaine éloquence qui impressionnait mon auditoire. À 12 ans, déjà, j'avais vu avec satisfaction le sourire de bonheur de ma mère et le sourire ravi du psychiatre qui me suivait lorsqu'arrivé au terme d'une thérapie d'1 an, je m'exprimais devant lui avec une aisance toute naturelle, guéri que j'étais grâce à ses bons soins de ma timidité liée à une fâcheuse hyper-émotivité. La sensibilité est restée, avec ses avantages et ses inconvénients. Elle se sera affinée au fil du temps à travers lecture et musique, peinture, sculpture, amour et solitude. Me vient le scrupule que ce fut une chance que je sus saisir tardivement, une sorte de grâce, par définition parfaitement justifiée, ce qu'on appelle communément un don, que je ne pouvais ignorer plus longtemps, qu'il me fallait donc développer, travailler, afin de l'affiner, pour le porter à son maximum de puissance créatrice, même si ce terme grandiloquent de création m'a toujours fait sourire. Je ne suis pas un démiurge. Être à la hauteur des espérances que l'on met en vous, c'est différent. Devenu professeur d'allemand, un simple prof, un petit prof comme disent certains, pour me conformer au désir qu'avaient mes parents ouvriers de me savoir à l'abri du chômage dans les années 80. Je n'ai reconnu que la quarantaine bien entamée, ce qui m'animait vraiment, passant ainsi de la lecture enthousiaste à la sainte ivresse de l'écriture. À vrai dire, comme à 14 ans, j'étais déjà passé brusquement de la lecture de Tintin et d'Astérix à la lecture de Fleurs du Mal. Cette conversion tardive eut lieu quelques mois après le décès de ma mère, qui savait qu'il m'arrivait d'écrire de loin en loin. Elle avait aimé ce que je lui avais donné à lire. C'est dur, m'avait-elle confié à propos d'un texte. Durant plusieurs étés, lorsqu'elle se voyait, ma mère disait à ma tante, qui me la rapportait bien plus tard, « Mais qu'est-ce qu'il attend? Quand va-t-il enfin s'y mettre pour de bon ?» C'est un ami allemand, professeur d'allemand comme moi, un esprit brillant, fin lecteur de Blanchot, musicien qui plus est. Ce qui ne gâchait rien, qui le premier en 1986 m'alerta sur mon talent. Il avait été impressionné par mon premier poème en prose que j'avais intitulé « À claire-voix », par une image toute particulièrement située dans le premier paragraphe, celle de l'enfant dans le jardin, un biographème. Tant va l'oreille qu'à la fin la musique se brise. Et puis il y avait cette préoccupation ancienne, déjà qui voulait audace sans nom, résumer le monde dans un mot. Magique celui-là. Ce mot aurait peut-être tout dit. Après, il aurait pu s'abandonner à sa rêverie polyglotte, parler au ciel, enfin, une bêche à la main, dans le jardin de son enfance où le sacré l'avait environné en sa réserve infinie. Cette philosophie de dormeur l'avait agité longtemps, sans une seule vérité au bout de l'allée. La musique brisée, en 86, c'était bien sûr le post-punk, en train de refluer, et tout ce que j'avais écouté avec passion auparavant, Wagner, Hendrix, le Jefferson Airplane, Eric Dolphy, Frank Zappa, et tant d'autres qu'il serait trop long d'inventorier,
Une pause s'imposait avant de repartir à la découverte d'autres musiques. C'est cette même année que j'ai découvert avec enthousiasme le premier opus de la Société des Timides à la Parade des Oiseaux, un département et le déficit des années antérieures, groupe que je n'ai depuis lors jamais cessé d'écouter. Comme je porte encore dans mon cœur Hendrix, Zappa, Captain Beefheart, Miles Davis, Dolphy, Coltrane, Debussy, Stravinsky, Boulez, Berriot et tant d'autres. Un ami agrégé de philosophie avait fait un commentaire à claire-voix pour m'encourager à son tour, puis vers quelques textes très brefs qui achevèrent de convaincre l'ami allemand et de me convaincre moi-même qu'il y avait quelque chose à faire. Un texte en particulier me conforta dans l'idée que j'étais sur la bonne voie. Le voici. Dans un verger, dans un vieux verger, une petite fille ne lit pas un livre, elle égrène un poème maladroit à la nuit qui vient. Elle a vu dans les feuilles toutes ratatinées de novembre un sourire rouge qui la fait rire aux éclats et qui bouge encore dans l'horizon saturé de bleu. Un croissant de lune montrait le bout de son nez, enrhumé malgré le soleil du midi. Le ciel est trop bleu, pensa-t-elle avant de se coucher. Demain, je vais lancer mon mouchoir à la lune enrhumée. Je lui dirai merci pour toutes les histoires qu'elle m'a contées et je demanderai au ciel de la couvrir un peu. Un long silence, dû à mon travail harassant, s'ensuivit, entrecoupé de brefs éclats de voix. Puis arriva l'année 2003, qui vit la mort de ma mère.